Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Je me présente Alexis, je suis vraiment honoré de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la radiesthésie. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué sur les Sentiers du Réel. Et aujourd'hui, c'est un invité qui est effectivement déjà venu sur les Sentiers du Réel, Alain Bouchet, qui va nous parler donc de cette fameuse radiesthésie. Alors, d'où vient-elle? Quelle est son origine? À quoi sert-elle exactement? Quels sont les outils que l'on peut utiliser? Eh bien, vous allez savoir tout ça dans cette vidéo. Bonjour Alain, comment allez-vous? Bonjour Alexis, je vais très bien et bonjour à tous nos interlocuteurs, à tous nos auditeurs plus exactement. Et aujourd'hui, nous avons abordé un sujet qui est consacré plutôt à la radiesthésie médicale, plutôt qu'à la radiesthésie en général. Alors, Magnifique, parce que alors, je vais vous couper directement, parce que c'est vrai que, pour petit rappel, pour celles et ceux qui n'avaient pas vu l'interview que je conseille sur la géobiologie, je le mettrai en lien, on peut quand même vous présenter, vous êtes quand même vétérinaire à la base, vous avez quand même professé pendant plusieurs années dans ce domaine-là, et vous allez peut-être nous en parler également, parce que la radiesthésie a finalement fait un petit détour par le côté justement de votre profession. Donc voilà, la radiesthésie médicale aujourd'hui, donc c'est très très intéressant. Je vous écoute alors. eh bien justement, je commencerai par mon histoire, en ce sens que un jour, j'étais en cabinet et j'étais consulté pour des problèmes de vaches qui avaient des mammites, c'est-à-dire des problèmes de mamelles, et dont le lait n'était pas consommable. Ça nous rappelle une petite histoire qui vient de se passer à la télé il n'y a pas très longtemps. Et donc, ma foi, je vais là-bas, j'essaye mes antibiotiques classiques, rien ne marche. On essaye l'homéopathie, rien ne marche. On essaye différentes médecines alternatives, rien ne marche. On fait venir un professeur des écoles, rien ne marche. Et un jour, j'arrive et je vois dans la ferme un vieux bonhomme avec son chapeau, son mégot à la main et son pendule. Et au bout de 5 minutes, il me dit, eh bien voilà, il y a tel problème sur cette ferme en géobiologie, on va corriger. Je ne vous dis pas la méthode de correction, ça fera l'objet d'une séance particulière sur la géobiologie. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quelques jours après, les vaches étaient redevenues normales, leur taux de mamite était normal et tout est revenu en route. Donc ça m'a posé effectivement des questions et ça a été mon premier contact avec la radiesthésie médicale. Du coup, je me suis un petit peu intéressé à l'histoire. Et effectivement, on trouve des pendules chez les Égyptiens, d'où le nom du pendule égyptien. On en trouve trace également dans les écrits latins où l'on cite la recherche par des baguettes, ce qui est le même principe que le pendule. Au Moyen Âge, les rois de France utilisaient les radiesthésistes pour la recherche de l'eau souterraine et surtout des métaux, ce qui leur a permis de pouvoir obtenir la liste et la place, l'emplacement des différentes sources de métaux en France. Le 19e siècle a été vraiment le siècle de la radiesthésie médicale, au point qu'elle était enseignée à l'école de guerre aux officiers et qu'elle a fait l'objet de plusieurs thèses de radiesthésie pour l'obtention du doctorat en médecine. Et puis arrive le 20e siècle et là on commence à avoir le mépris de cette radiesthésie médicale, malgré les travaux de professeur Rocard, le père de l'ancien Premier ministre, d'Étienne Guillet, du professeur Lakowski, qui écrit que la radiesthésie est la science de demain. Malgré tout ça, on observe à l'heure actuelle un mépris absolument uniforme vis-à-vis de cette technique d'investigation qui n'est pas reconnue malgré les travaux des grands personnages que je viens de citer. Alors, qu'est-ce que c'est que la radiesthésie? En fait, c'est une réponse à certaines informations que notre cerveau rationnel ne peut pas répondre. Quels sont les principes de la radiesthésie? Eh bien, tout corps, tout objet, tout corps émet des radiations que notre cerveau
est incapable de nous transmettre par l'intermédiaire de nos 5 sens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pendule? C'est un poids symétrique suspendu à un fil. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et donc, troisième principe, les radiations émises par un corps sont communiquées à tout objet qui le touche, et ce, pendant un certain temps. Et là, ça a une très grosse importance pour les phénomènes d'imprégnation et les phénomènes de rémanence. Quelle est la nature de ce rayonnement? Les chercheurs du 19e siècle et du début du 20e siècle ont pensé que c'était de nature électrique, magnétique ou plutôt électromagnétique. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. On constate qu'il y a de nombreux rayons en radiesthésie qui émanent d'un corps, mais il existe un rayon principal qu'on appelle le rayon radiesthésique, et c'est celui-là qui, bien sûr, nous intéresse. Si nous voyons la nature de ces rayonnements, nous constatons que notre corps, par exemple, reçoit énormément de rayonnements qui proviennent de l'extérieur, que ce soit des rayonnements cosmiques, que ce soit des rayonnements telluriques, que ce soit des rayonnements qui émanent de l'environnement, de notre propre environnement. Mais notre corps va plus ou moins absorber ces rayonnements, les transformer, et lui aussi va émettre. Les radiations émises par un corps sont communiquées ailleurs dans notre environnement. Donc la nature de ce rayonnement, on l'a vu, ne sont pas de nature électromagnétique, mais ces rayonnements existent quand même, bien qu'ils soient, disons, invisibles, mais ils ne sont pas captés par notre cerveau rationnel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pendule? Un pendule, c'est tout simplement un objet symétrique suspendu à un fil et qui va être animé d'un certain nombre de mouvements. Comment choisir son pendule? Les anciens radiesthésistes du 19e et du début du 20e siècle attachaient beaucoup d'importance aux pendules métalliques. De nos jours, avec les ondes électromagnétiques qui nous entourent, c'est formellement déconseillé. Si par exemple vous voulez travailler avec un pendule métallique à côté d'un champ électromagnétique important, eh bien vous aurez des réponses qui ne seront pas exactes. Alors, il faut donc choisir son pendule soigneusement. Souvent, les amateurs sont attirés par les pendules en quartz, en différents cristaux de pierre. Ce sont d'excellents pendules, mais ils seront très sensibles car ils gardent en mémoire les différentes informations et à la séance de radiesthésie suivante, eh bien, on aura des résultats qui seront erronés dus au fait aux anciennes réponses. Nous conseillons tout simplement les pendules en bois qui, eux, ont peu de répercussions sur l'environnement et sont moins sensibles à l'environnement électromagnétique. Donc, nous avons vu que notre corps émet des radiations, qu'il est une antenne réceptrice et émettrice, et qu'il y a un rayon principal radiesthésique. Si par exemple, nous prenons 2 pommes, nous les mettons à 40 cm l'une de l'autre, nous faisons girer notre pendule et nous voyons qu'il s'agit d'une oscillation régulière ou d'une gyration régulière. Si par contre, nous remplaçons l'une des 2 pommes par un citron, eh bien nous nous apercevons qu'à ce moment-là, le pendule va girer différemment dans le sens contraire où il s'agitait auparavant. Alors, donc ça, c'est, disons, une technique, mais bien sûr, le pendule se tient à la main et il doit être, disons, le coude en forme de... Il doit être tenu, disons, très court, rapidement, et il doit donner ses réponses rapidement, car sinon, notre mental se met en route, et ce n'est plus le pendule qui répond, mais c'est notre mental.
Donc il faut agir vite et bien sûr avoir une attitude de neutralité le plus possible. C'est-à-dire, quand on prend son pendule, on doit se moquer, vouloir ignorer la réponse attendue. Il n'y a pas de réponse attendue. Poser une question, donc, bien sûr, cela suppose que votre pendule doit tourner toujours dans le même sens. Non, c'est faux. Cela tient compte du sens d'harmonie qui est propre à chacun. C'est-à-dire que chacun de nous a une réponse pour le positif, pour le oui, qui est différente. Ce peut être une gération, ça peut être un mouvement transversal ou rectiligne, etc. Et ça peut être effectivement même le silence total, le pendule qui ne bouge pas. Donc nous avons tous un sens d'harmonie qu'il est important de diagnostiquer pour savoir quel est le sens du oui. Et ça, bien sûr, dans nos stages de 3 jours de radiesthésie, c'est une des premières choses que nous apprenons à nos stagiaires, savoir se servir du pendule et savoir reconnaître le sens d'harmonie. Sachant que ce sens d'harmonie peut changer. Pendant moi, par exemple, 20 ans, il a été dans un sens, et après une opération où j'ai eu des plaques et des vis, donc du métal dans le corps, eh bien ce sens d'harmonie a changé. De la même façon, des fois, en travaillant la nuit, on s'aperçoit que le sens d'harmonie peut changer. Donc, il est important de connaître son sens d'harmonie. Alors, posez les questions. Est-ce que mon corps est malade, par exemple? C'est une question idiote parce qu'il y aura forcément toujours un organe qui sera peut-être un peu déficient. Posez la question, alors qu'on est en plein soleil, est-ce qu'il pleut dehors? Question aussi idiote. Et quand vous posez des questions idiotes, le pendule n'apprécie pas et il peut rester des fois plusieurs semaines sans vouloir vous donner de réponse. Alors, maintenant, qui fait tourner le pendule? Eh bien, nous avons vu que ce ne sont pas les champs électromagnétiques, c'est tout simplement le subconscient qui va donner une réponse là où nos 5 sens restent silencieux. Voilà. Donc la réponse doit être rapide avant, bien sûr, que le mental se mette en route. Maintenant, où travailler? Si vous travaillez au-dessus de votre patient, si c'est un animal, il risque de bouger, il risque de vous gêner. Si c'est un patient humain, ou si c'est même le propriétaire d'un animal, il veut savoir ce que vous faites. Et il peut être contre la radiesthésie. C'est ennuyeux. Et puis il va vous poser des questions idiotes. Et puis lui, il va vous dire déjà où il a mal. En fait, il faudrait travailler en l'absence du patient. Et pour ce faire, eh bien, il faut travailler sur des témoins du patient. Alors, ce peut être pour un animal, par exemple, une touffe de poils, mais de nos jours, maintenant, on peut très bien travailler sur des échographies ou sur des radiothérapies. À ce moment-là, on s'isole dans la pièce à côté, on s'installe confortablement à l'abri des indiscrétions et on travaille et on retourne ensuite voir son patient, lui dire ce que l'on a trouvé. Voilà, en ce qui concerne les témoins. Maintenant, quelles sont les applications thérapeutiques? Eh bien, vous avez beau être un excellent médecin ou vétérinaire, vous pouvez faire des fois des oublis dans votre diagnostic. Et à ce moment-là, votre pendule va vous dire peut-être quel organe vous avez oublié. Que ce soit en allopathie ou que ce soit en médecine alternative. Donc, importance de la radiesthésie pour le diagnostic. Maintenant, la radiesthésie intervient également dans le choix de la thérapie. Même si vous êtes un bon allopathe, vous avez par exemple le choix entre plusieurs antibiotiques pour soigner une maladie infectieuse. Eh bien, le pendule va vous indiquer le produit qui va être actif sur la maladie, bien sûr, mais aussi en résonance avec vous-même. Car, effectivement, les remèdes pour les maladies, il y en a souvent beaucoup, mais le tout, c'est qu'ils soient en résonance avec vous-même pour être en action.
Alors, donc, ça, c'est de l'allopathie, mais en médecine alternative, vous devez aussi choisir en thérapie quel type de médecine choisir. Ce peut être l'ostéopathie, ce peut être l'acupuncture, ce peut être l'homéopathie, ce peut être différentes médecines. Et le pendule va vous aider dans ce domaine. Maintenant, lorsque vous avez déterminé le choix de votre thérapie, et si vous avez des remèdes à donner, il suffit de choisir quel est le bon remède qui convient à votre malade. Je regardais récemment, par exemple pour l'arthrose, le nombre de remèdes qui étaient proposés par les laboratoires, et certains laboratoires, croyant bien faire, proposaient 25 remèdes différents, administrés le tout dans une seule gélule. Mais ils n'avaient pas testé si ces remèdes étaient compatibles entre eux. Ce qu'il faut, c'est que les remèdes soient compatibles entre eux lorsqu'il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'il n'en faut pas plus de 4 ou 5. Et ensuite, savoir si ces remèdes sont compatibles avec vous-même. C'est-à-dire qu'ils sont actifs sur vous et pas sur le voisin. Donc voilà. Ensuite, vous avez trouvé vos remèdes. Les laboratoires vous indiquent des doses. Des fois, elles sont justes, mais des fois, elles ne sont pas justes. Soit elles sont insuffisantes, soit au contraire, il y en a trop. Donc, vous allez déterminer la dose exacte qui convient à votre patient et pas au voisin. Alors, maintenant, quelles sont les applications particulières de la radiesthésie médicale? Bien, tout d'abord, en géobiologie. La maison que vous habitez, la chambre où vous habitez, elles aussi ont des rayonnements. Ces rayonnements sont-ils compatibles avec votre bonne santé ou non? Eh bien, la radiesthésie va pouvoir vous indiquer et vous indiquera, et nous verrons ça dans un prochain séminaire, nous indiquer quelles sont les méthodes à utiliser pour corriger les méfaits de la géobiologie sur votre environnement proche, c'est-à-dire votre maison ou votre bureau. Donc, nous voyons qu'en application, la radiesthésie médicale s'applique au diagnostic, s'applique au choix de la thérapie, s'applique au choix des remèdes et à leur dose, mais il y a également des applications particulières et plusieurs acupuncteurs se servent de la radiesthésie pour déterminer en médecine chinoise quel est l'élément sur lequel il faut travailler. En homéopathie, bien sûr, le choix du remède, mais aussi quel dosage. Vous avez pu constater que les homéopathes souvent existent entre 5 CH, 7 CH, 9, 12 ou 15 CH ou 30 CH. La radiesthésie vous indique immédiatement quel est le dosage à utiliser. Et puis, bien sûr, la radiesthésie médicale, ceux qui travaillent par exemple avec les énergies et l'alphabet hébraïque vont être très aidés pour choisir effectivement la lettre hébraïque ou le nom divin qui convient. Alors, la radiesthésie n'est pas quelque chose de difficile. En 3 jours, et c'est ce que nous faisons dans nos stages, nous donnons les bases de la radiesthésie et surtout le sens d'harmonie de la personne, c'est-à-dire son oui tourne dans tel ou tel sens et son non dans tel ou tel sens. Et ça, c'est le plus important. Le prochain cours de radiesthésie aura lieu le 20, 21 et 22 avril à la Nélière, c'est près de Saint-Étienne, et les inscriptions se font auprès d'Asclépiade, dont vous avez déjà cité les références. C'est un cours de 3 jours. Vous aurez également des informations complémentaires sur notre site Géobiologie et thérapie énergétique ou les ateliers de Claudie et d'Alain Boucher. Et ça, c'est sur notre site. Voilà. Le prochain webinaire aura lieu sur les mémoires du corps. En effet, lorsque les conflits psychologiques d'une personne ne sont pas résolus, ils peuvent se transformer en pathologie. Et c'est ce que nous verrons peut-être la prochaine fois, si vous êtes d'accord. Moi, je suis toujours très ouvert à vous écouter, Alain. Il n'y a pas de souci pour ça.
Et donc c'est vrai que c'est finalement moi j'ai envie de dire une science, hein, carrément, hein. La radiesthésie, c'est une science, encore une fois, qui a été malmenée, bien par certaines bien-pensantes, encore une fois, et malheureusement, voilà, ça donne du moulin à ceux qui ne croient pas à tout ça. Alors j'ai envie juste de rajouter aux auditeurs, aux personnes qui débarqueraient sur cette vidéo, qui ne croient pas du tout à la radiesthésie, bien que simplement, que lorsque vous vous déplacez dans un magasin ou dans un salon où on vend plusieurs effectivement pendules qui sont accrochés, et je crois qu'Alain sera d'accord avec moi, qui sont accrochés à leur petit présentoir, eh bien il suffit simplement de regarder les pendules déjà bouger par eux-mêmes et vibrer déjà justement avec ce magnétisme qui nous entoure tous. Et voilà, vous verrez très très bien que chaque pendule déjà se ballotte de gauche à droite sans même les toucher. Donc déjà, si ça c'est pas une preuve en soi finalement. Oui, il est sûr que, d'abord, on est attiré par un pendule. Il faut choisir son pendule en fonction de l'attirance qu'on a avec son pendule. Au mouvement du pendule, ce peut être des gyrations, mais ce peut être des vibrations horizontales, et même des fois, quand la question est mal posée, eh bien, le pendule s'immobilise. Il plombe, on dit qu'il plombe, hein. Et à ce moment-là, c'est que souvent, vous avez mal posé votre question. Or, je l'ai bien dit tout à l'heure, on ne pose pas de question du est-ce que, on donne une affirmation, tel organe est en bonne santé ou non. C'est Voilà. ça, c'est des questions relativement simples qui répondent par oui ou par non, on est bien d'accord. Ou alors, disons, ou je ne sais pas, parce que quelque part, comme vous dites, le pendule peut très bien ne pas savoir ou ne pas se prononcer pour telle ou telle raison. Finalement, il a son petit caractère, le pendule, hein. Euh, Voilà. C'est que l'affirmation était en général mal posée. oui, voilà. Alors, ce qui m'est arrivé aussi, moi, personnellement, c'est que lorsque je pendule, hein, on va dire ça comme ça, bien que c'est pas un verbe, euh, le pendule se met à vibrer complètement, mais alors vibrer, il frétille, on va dire, hein, et là, il me donne pas de réponse. Donc, effectivement, en général, j'abandonne, je dis merci, je remercie, disons, le pendule, voilà, c'est ma convention à moi, et puis, voilà, mais ça m'est déjà arrivé. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre d'expérience, Alain? Oui, alors en général, d'abord, il faut avoir déterminé votre sens d'harmonie. Votre sens d'harmonie, il peut changer souvent. Donc, une fois qu'on a déterminé son sens d'harmonie, on a déterminé son oui et son non. Ensuite, il faut poser une affirmation. Mon foie est malade. Oui, non. Mais pas mon corps est malade ou mon corps a une maladie. C'est une question floue et idiote. Donc, et globale. Il faut donc poser des questions précises et à ce moment, et avec une affirmation, et à ce moment-là, on aura une réponse. Or, souvent, les gens, avant de commencer à penduler, nous oublient de faire leur affirmation sur tel ou tel sujet. Et à ce moment-là, on a un pendule qui ne répond pas, qui reste immobile ou qui ne sait pas quoi faire. De même, il faut avoir une réponse rapide. Il ne faut pas attendre 10 minutes. La réponse, vous l'avez dans les secondes qui suivent avant que votre mental se mette en route et vous donne une réponse sera forcément biaisée. Voilà. Alors c'est vrai que je dirais que le pendule, c'est aussi quelque chose, vous l'avez d'ailleurs précisé dans la vidéo, c'est que bah, quelque part, justement pour tout ce qui concerne, disons, la santé, puisqu'ici on parle de la radiesthésie médicale, je pense qu'il est peut-être important de dire que il vaut mieux peut-être consulter quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui va justement pouvoir travailler eh bien, sur la question, plutôt que de le faire par vous-même, parce qu'encore une fois, bah, comme vous l'avez très bien dit, on peut très bien influencer sa réponse, et de toute façon, et partir après dans des considérations qui ne sont pas justes. Donc il vaut mieux, je pense, passer par quelqu'un d'extérieur à nous, en tout cas si c'est pour quelque chose de personnel ou pour son animal. euh, Il, il est difficile de travailler sur soi-même. Un médecin qui a des enfants malades, il appelle un confrère, en général, plutôt qu'il vaut mieux. Voilà. Donc, effectivement, il est très difficile de travailler sur soi. Et donc, il est toujours intéressant d'avoir des confrères qui travaillent en radiesthésie et qui peuvent donc vous tester en toute neutralité.
Le tout, c'est d'être neutre. Alors, est-ce que pour être certain, disons, de la réponse, disons, pour avoir une certitude, est-ce que on peut, disons, faire appel au pendule 2 fois pour la même question? C'est-à-dire, par exemple, dans le cas des bovins que vous avez, donc sur lesquels vous avez travaillé par le passé, voilà, comme vous dites, parfois, on peut très bien ne pas être bien ce jour-là lorsque l'on pendule. Est-ce que il est bon de revenir sur la question un autre jour pour être certain d'avoir la même réponse? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas justement jouer avec ça? Il vaut mieux, disons, faire confiance au pendule de manière aveugle, j'ai envie de dire, et alors à ce moment-là, avoir la réponse directement. Si on a une réponse franche la première fois, il vaut mieux rester sur cette réponse et ne pas vouloir réinsister 2, 3 jours après pour voir si on a la même réponse. Car là, le mental, il se sera mis en route et vous donnera une fausse réponse. Bon, donc c'est ça. Vraiment faire confiance et faire faire le lien avec le pendule finalement. Le pendule est, comme vous avez dit, une extension finalement de notre subconscient, presque de notre troisième œil, j'ai envie de dire, hein. C'est presque... Oui, c'est un peu ça. Jusqu'à maintenant, par exemple, on pensait que le corps humain n'était pas sensible aux ondes magnétiques. En fait, c'est faux. On pensait que seulement les oiseaux migrateurs s'orientaient grâce à leur sens magnétique. Et nous, depuis les travaux effectués sur l'épiphyse et la découverte de la mélatonine, eh bien, on s'est aperçu qu'effectivement, notre corps était sensible aux champs magnétiques. Et c'est, Alors voilà. c'est ça qui est formidable avec la radiesthésie, c'est que finalement c'est multiple, hein. Ici c'est vrai que c'est pas tout à fait le thème, mais c'est vrai on peut effectivement bien pourquoi pas faire des recherches d'enfants disparus ou d'adultes ou d'animaux disparus sur une carte. Il y a tant et tant à faire avec un pendu en fait. Euh, on peut également aussi, je pense, mesurer le taux vibratoire des huiles essentielles, parce que là encore, malheureusement, il y a des huiles essentielles qui sont de moins en moins bio. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment. C'est vrai que ça devient un petit peu difficile de trouver des huiles essentielles bio, réellement bio, hein, parce que voilà, l'industrie, eh bien, ramène tout ça à eux. Et donc effectivement, il faut mieux passer par le pendule pour voir si tel ou tel produit finalement est bon pour nous. Alors, c'est très facile, effectivement, pour tester les laboratoires. On teste déjà si le laboratoire est de bonne qualité, mais comme vous parlez des huiles essentielles, les laboratoires d'huiles essentielles vous présentent souvent 80 ou 100 huiles essentielles. Or, vous apercevez que certaines de ces huiles sont excellentes, avec un taux énergétique très élevé, et que d'autres le sont beaucoup moins. Donc, non seulement il faut choisir le labo, mais ensuite il faut choisir les huiles essentielles qui sont de bonne qualité et qui auront une action thérapeutique. Ouais, ouais. Alors c'est très intéressant, comme vous avez justement été vétérinaire, est-ce que vous l'avez souvent utilisé ce pendule? Est-ce que c'était en complément naturellement du médical, de l'allopathique? Est-ce que... Ben, je l'ai d'abord utilisé en complément du médical allopathique et puis ensuite dans l'usage des médecines alternatives. Mais il m'est arrivé même d'utiliser le pendule pour prendre des décisions médicales. Par exemple, j'avais un chat que je devais opérer mais qui avait beaucoup duré. Je prenais mon pendule me disait si je devais l'opérer ou pas. Eh bien, quand je ne suivais pas mon pendule, que j'agissais selon uniquement ma science et ma technique, eh bien, je me trompais. Quand par contre je suivais le pendule, eh bien, l'animal survivait et retrouvait la santé. Il est important, effectivement, de tester aussi dans les choix médicaux quelle est la thérapie à adopter et le pendule, en se mettant en position de neutralité, j'insiste là-dessus, mais vous donnera la bonne réponse. Si vous suivez le pendule, vous aurez un résultat. Si vous n'en faites qu'à votre tête, ça peut être l'échec. Oui, alors c'est vrai. Alors juste, disons d'un point de vue technique, Alain, c'est vrai que j'ai déjà vu des personnes, des radiesthésistes, disons, lancer son pendule là d'une manière frénétique. Vous savez, ils le lancent déjà presque. Alors bon, c'est un peu dommage parce que dans les reportages, ça,
j'ai presque envie de dire que ça, ça ridiculise entre guillemets un petit peu. Est-ce que ce sont des écoles finalement différentes? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut avec un pendule? Vous l'avez dit là tout de suite, il vaut mieux être reposé, être à l'écoute de la question sans être, disons, dans le jugement, être tout à fait en neutralité, lorsqu'on, Et lorsqu'- et à l'écart du et à malade, l'écart du malade éventuellement, voilà. pour Euh, travailler sur le témoin. Voilà. Mais je vois parfois des gens lancer déjà leur pendule avant même de poser la question. Est-ce que voilà, est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est une Non, technique comme une autre ou... non, il faut d'abord poser la question, et puis après on teste au pendule, et toujours discrètement. Donc il vaut mieux être, en tout cas, aligné soi-même avant de commencer, on est bien d'accord. Parce que ça c'est très important, parce que la réponse va être quand même décisive. Et je pense que disons, pour trouver un radiesthésiste de qualité, en tout cas disons, honnête avec lui-même, il faut être, je pense, aligné avant, encore une fois, de poser des questions avec le pendule. Parce que le pendule, encore une fois, ben, il va pas se tromper. Si vous mentez, il va mentir aussi. Voilà. Voilà, en 3 jours, on apprend toutes ces techniques simples et tout. Il n'y a pas besoin de formation pendant un an ou deux. 3 jours, ça suffit. Et éventuellement un rappel s'il y a lieu, mais cela suffit amplement. En 3 jours, vous apprenez à vous servir d'un pendule. Après, ça devient une habitude. Et dans le cours de sa vie, bien, souvent, on utilise son pendule discrètement dans son coin pour poser telle ou telle question. Très bien, Alain. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et encore une fois, ben, c'est une technique qui, je pense, est quelque chose qui est relativement peu onéreux, hein, parce qu'un pendule, faut pas dépenser 900 euros pour Non, un pendule très joli, comme vous l'avez dit, en bois. Alors, bon, là, c'est une question vraiment un peu peut-être un peu trop technique, mais est-ce que la qualité du bois a éventuellement une importance? L'arbre peut-être? Est-ce que c'est de l'ébène, du bouleau? Voilà, j'ai plein bon, de questions. disons, le bois est relativement neutre et ne garde pas les informations comme c'est le cas d'un cristal de roche, par exemple, ou d'un pendule métallique. Donc voilà pourquoi notre intérêt pour les pendules en bois. En plus de ça, les pendules en bois gardent peu les informations à la différence des pendules en cristaux. D'accord, ok. Oui, et puis il n'y a pas le bois, on va pas on va pas commencer à le mettre lors d'une pleine lune, ou lors du soleil, ou de le passer sous l'eau. Voilà, un pendule qui s'est par hasard chargé, c'est surtout le cas des pendules métalliques ou des pendules en cristaux, ont besoin effectivement d'être nettoyés. Le pendule en bois, il n'y a pratiquement pas besoin de nettoyage car il ne garde pas les informations des recherches antérieures. c'est comme pour les bijoux, hein. Je pense qu'il vaut mieux pas acheter effectivement un pendule d'occasion qui a servi à une personne qu'on ne connaît pas. Je pense qu'il est quand même toujours préférable d'acheter un pendule, voilà, bon, qui a normalement pas servi du tout dans un magasin ou dans une boutique quelconque. Euh, voilà. Oui, c'est certain. C'est certain. Bon, mieux un pendule neuf qu'un pendule qui a pu garder des informations relatives à la précédente personne qui l'a utilisé. Est-ce que vous pensez que le... Bon, c'est encore une question un peu bateau peut-être, mais est-ce que vous pensez que le monde médical, ou en tout cas de certains confrères que vous avez pu rencontrer, s'ouvre à ça de plus en plus? Certains s'ouvrent à ça de plus en plus, quelques-uns, surtout ceux qui pratiquent des médecines Oui, alternatives. c'est ça, voilà, on est bien d'accord. Bon, et en plus, c'est vrai que ça a du poids venant de quelqu'un comme vous qui a quand même travaillé longtemps dans le médical allopathique en tout cas. Et voilà, j'invite vraiment à toutes les personnes qui sont dans le médical de s'ouvrir à ça, tout en ne quittant pas leur profession, disons, Alors, traditionnelle, classique en tout cas. Et je pense que ça peut rajouter en tout cas un poids, c'est le cas de le dire, disons, dans l'analyse, dans les résultats en tout cas, hein, puisque vous avez effectivement ben, vécu ça tout au long de votre vie, des résultats relativement probants grâce à ce petit pendule. Est-ce qu'il y a d'autres outils éventuellement, Alain, pour faire de la radiesthésie? On parle du pendule, est-ce qu'il y a d'autres...
Bien sûr, il y a les baguettes qu'on utilise beaucoup en géobiologie qui vous donnent des réponses aussi immédiates. Mais avec les baguettes, vous ne pouvez pas travailler sur des graphiques. Si vous voulez savoir, par exemple, le niveau énergétique d'une huile essentielle, il vaut mieux avoir un cadran à- de 0 à 100 qui va vous indiquer très exactement le niveau énergétique de votre huile essentielle, alors que votre euh, vos baguettes, cela va vous donner une réponse de oui ou non, mais beaucoup moins subtile que le pendule. Autant on utilise les baguettes en extérieur, quand on travaille sur le terrain, autant quand on est chez soi tranquille dans son bureau, il vaut mieux utiliser le pendule car il permet d'être précis du fait que souvent il est pointu. L'intérêt d'avoir un pendule pointu et non pas rond parce que le pointu va sur vos graphiques vous montrer très exactement le résultat. D'accord. Alors c'est vrai qu'on parle souvent, disons, dans la radiesthésie de planches, hein, disons, avec plusieurs, comment est-ce que je vais dire ça, oui, des planches de radiesthésie, donc, où effectivement on peut et à la fois mesurer, eh bien, pourquoi pas la fréquence bovis. Euh, Il y a, je crois, plus d'une centaine, voire peut-être un millier de planches qui existent, qu'on peut trouver, effectivement, sur les organes, sur un tas. Est-ce que vraiment c'est utile ou est-ce que, encore une fois, ce n'est que... C'est absolument utile, surtout lorsqu'on travaille avec témoins. Alors, pour le diagnostic, par exemple, des planches d'anatomie servent de témoins. Elles représentent l'organe sain et l'échantillon que vous testez ou que vous avez en main, lui, représente éventuellement l'organe malade. Donc déjà, pour le diagnostic des pathologies, le pendule est intéressant, ne serait-ce qu'avec les planches d'anatomie ou les échantillons. En fait, il est difficile d'avoir des échantillons de corps humain ou d'organes. Voilà. Alors effectivement, on appelle ces planches des camemberts, des demi-camemberts, car ce sont des demi-cercles qui sont gradués de 0 à 100 en unités que vous recherchez. Par exemple, ça peut être les bovis, ça peut être d'autres unités, ça peut être également des couleurs, puisqu'il y a des thérapeutes qui travaillent avec les couleurs. Donc il est intéressant là aussi de savoir quelle couleur convient à l'organe malade que vous voulez soulager. Parfait. Alors, est-ce que vous pensez que la radiesthésie, c'est pour tout le monde? Est-ce qu'il faut avoir, disons, déjà une base ou... Non, c'est pour tout le monde. Moi, qui étais un bon rationnel et qui n'y croyais pas du tout au départ, eh bien, j'ai été convaincu et maintenant je travaille à radiesthésie, alors qu'effectivement, j'ai un esprit très rationnel et plutôt scientifique. Donc, tout le monde peut travailler en radiesthésie. Le tout, c'est d'avoir une bonne volonté et le courage de s'y mettre et de suivre quelques règles de base que, que nous enseignons dans les cours de radiesthésie qui, je le précise, ne durent que 3 jours. Oui, ça c'est vraiment relativement court, hein. Il n'y a pas d'arnaque là-dessus, c'est vraiment c'est quelque chose voilà, qui est accessible à tous et à toutes. Et je pense qu'il faut vraiment, je pense que c'est de toute façon une pratique qui est ô combien importante pour comprendre dans le monde dans lequel on vit, en tout cas, puisque la radiesthésie est un des échelons, on va dire des branches qui nous permet finalement notre évolution de pensée, hein, également, hein. Bon, là c'est un petit peu philosophique, ça c'est moi qui le dis, mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, sur lequel tout le monde pourrait et devrait peut-être se pencher. Encore une fois, c'est un petit outil qui ne prend pas de place, et ma foi, eh bien, quand on peut l'utiliser à bon escient, surtout, eh bien, pourquoi pas, servons-nous eh bien, de ces pouvoirs que nous avons tous quelque part en nous. Voilà, en tout cas, eh bien, on va arriver tout doucement à la fin de cette vidéo, Alain. Alors, pour rappel, donc, ces 3 journées se passent fin avril, hein, le 21, je pense. 20, 21, 22, à la Nellière, c'est à côté de Saint-Étienne, et dans un centre bien organisé. Et l'inscription se fait chez Asclépiade, Asclépiade, A-S-C-L-E-P-I-A-D-E.
Voilà. Et vous avez également écrit un livre, on le rappelle. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Radiesthésie et santé, il est en bas. Donc qui est disponible, ou je pense qu'il était encore en production, hein, c'est ça. Voilà, une photo du livre qui est donc actuellement en réédition. Magnifique. Et c'est un bouquin que je conseille parce que venant de quelqu'un qui est, comme vous l'avez entendu, à la base fort rationnel, eh bien, comme quoi, hein, on peut tous et toutes changer un jour de sentier. En tout cas, Alain, je vous remercie infiniment pour ces informations, pour votre savoir, pour votre partage aussi, grâce à, on le rappelle, Pascal, hein, puisque c'est le papa de Pascal Boucher. Et voilà, pour celles et ceux qui n'avaient pas vu déjà la vidéo sur la géobiologie. Et Je rappelle oui, que le prochain cours donc, de radiesthésie, c'est le 20, 21, 22 avril 2018. parfait. C'est bien cette année. On est bien d'accord. Voilà. Alors 2018 donc par en fanfare et donc on pourra bientôt s'inscrire. On peut de toute façon déjà s'inscrire maintenant sur le site Asclepiade. Je le mettrai de toute façon tout ça en lien comme d'habitude. En tout cas un grand merci pour votre temps passé sur les sentiers du réel. Hein. Merci beaucoup pour cette vidéo encore une fois. J'espère que les auditeurs disons apprécieront. Voilà, vous m'avez demandé cette interview, et bien voilà, elle est là. Et donc moi je vous dis à tout bientôt Alain. Eh bien, à bientôt. Et vous êtes le bienvenu, comme vous le savez. Hein. Eh bien, d'accord. Merci beaucoup. Moi, je veux dire au revoir aux auditeurs. À tout bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la commenter, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et moi, je vous dis de toute façon à vendredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Au revoir.